5 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. En préambule, je voulais vous confier mon plaisir et ma satisfaction de débuter ce soir l'étude de ce texte, adopté au Sénat en juin dernier et très attendu pour permettre aux instances organisatrices de rentrer dans la phase opérationnelle de cette organisation des JOP appelée Alpes 2030. Permettez-moi également de vous transmettre les excuses de Madame Bellamy, qui ne peut être parmi nous aujourd'hui pour des raisons indépendantes de sa volonté, ce qu'elle regrette vivement. Elle m'a chargé de vous présenter ses observations sur ce projet de loi, en particulier sur les articles dont elle est chargée. Au titre premier, l'article 5, supprimé par le Sénat, prévoyait la possibilité pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur d'accorder une garantie financière au déficit éventuel du COJOP 2030 dans la limite du quart de ce déficit pour chacune de ces collectivités, sans dépasser un pourcentage de leurs recettes de fonctionnement qui devait être fixé par décret. Les sénateurs ont estimé que ni les éléments figurant dans l'étude d'impact, ni ceux recueillis dans les auditions conduites ne permettaient d'apprécier correctement les conséquences potentielles de cet article pour les finances des régions concernées. En dépit du caractère facultatif de la garantie, ils ont préféré ne pas faire courir ce risque financier aux collectivités concernées. Pour sa part, Mme Bellamy fait valoir le fait que les régions ont clairement exprimé leur volonté d'apporter une telle garantie en s'engageant dans le pacte des financeurs signé lors du comité interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques, le CIJOP, du 27 juin 2025. Durant leur audition, les présidents des deux régions ont réitéré leurs souhaits. Dans ces conditions, ma collègue est favorable sur le principe au rétablissement de cet article 5. Toutefois, il tient à souligner la difficulté créée par la formulation retenue dans un autre projet de loi en cours de discussion au Parlement, en l'occurrence le projet de loi de finances pour 2026. L'article 60 dispose que l'octroi de la garantie de l'État est conditionné à celui d'une garantie des deux régions. En outre, l'État se porterait garant pour un montant maximal égal à 50% du solde déficitaire dans la limite de 515 millions d'euros. D'une part, précisément, du fait à la fois de la suppression de l'article 5 par le Sénat et de la nécessité que les organes délibérants des collectivités concernées autorisent cette garantie, le dispositif juridique est tout sauf assuré. D'autre part, la formulation retenue par le PLF entérine la répartition entre l'État et les régions, 50-50. Or, ce qui a été initialement prévu par l'article 5 n'était qu'un plafond et laissait la possibilité aux régions de garantir moins que ce pourcentage. En l'état, les régions se voient imposer une garantie de 257,5 millions d'euros chacune, ce qui restreint donc fortement leur liberté et bien au-delà des 50 millions initialement annoncés. Aux yeux de Mme Bellamy, il faudrait prévoir le principe d'une garantie intégralement assumée par l'État, mais dont le montant pourrait être réduit le cas échéant à due concurrence de la garantie apportée par les régions, dès lors que celles-ci décideraient de se saisir de la possibilité ouverte par le présent article 5. Au titre 3, les articles 25, 26 et 27 ne posent aucune difficulté. Ils reprennent des dispositions ayant démontré leur efficacité durant la préparation des Jeux de 2024. C'est le cas des deux premiers, relatifs respectivement au titre d'occupation et de sous-occupation des dépendances du domaine public affectées au JOP et au marché de conception-réalisation, ou bien, au contraire, il s'agit de dispositions dont l'absence s'était révélée préjudiciable entre 2018 et 2024. C'est le cas de l'allongement de la durée maximale des accords cadres que l'article 27 porte de 4 à 6 ans. Ces trois articles ont été adoptés sans modification par le Sénat. Madame Bellamy vous appelle à les voter, moyennant quelques ajustements. Par ailleurs, elle vous proposera d'élargir le champ de l'article 26 aux opérations d'aménagement, outre celles de construction et de réhabilitation d'ouvrages. Madame Bellamy a été chargée de l'ensemble des dispositions du titre 4. L'article 28 relatif aux polycliniques olympiques et paralympiques diffère du dispositif prévu pour les Jeux de 2024, dans la mesure où il s'agit de passer de l'obligation de créer un centre de santé dénommé Polyclinique olympique et paralympique et situé au sein d'un unique village olympique et paralympique à la possibilité de créer plusieurs polycliniques, une par village, situées dans lesdits villages ou à proximité de ceux-ci. La rapporteure approuve cet article, moyennant quelques modifications rédactionnelles. L'article 29, opportunément précisé par le Sénat, concerne les dérogations aux conditions d'exercice des professionnels de santé étrangers qui seront accrédités durant les Jeux. Madame Bellamy proposera d'assouplir les règles prévues pour les professionnels de santé volontaires dont l'exercice est cantonné aux polycliniques. Lors des Jeux de Paris, un manque d'urgentistes s'est fait sentir.
Elle propose donc, pour faire face aux situations d'urgence médicale, et seulement celle-ci, d'autoriser l'exercice des médecins bénévoles sur les lieux de compétition. Enfin, Mme Bellamy vous invite à adopter conforme l'article 30 relatif au travail dominical. De nombreux amendements ont été déposés sur cet article. Or, l'expérience des Jeux de Paris a montré qu'il n'y avait pas lieu de craindre les abus. Des garanties solides sont fournies aussi bien aux collectivités territoriales concernées qu'aux salariés. J'en viens à présent aux articles qui m'ont été confiés. La moitié d'entre eux concernent la lutte contre le dopage, soit les articles 9 bis, 10, 11 et 37. J'avais déjà eu l'honneur de rapporter au nom de notre commission les articles de la loi olympique de 2023 relatifs au dopage et avant cela, la loi du 23 février 2021 habilitant le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance des mesures destinées à assurer la conformité de notre droit interne aux principes du Code mondial antidopage et à renforcer l'efficacité de cette lutte contre le dopage. À cet égard, je tiens à rappeler les progrès considérables accomplis par la France en matière de lutte contre le dopage depuis 2017. En voici quelques jalons. Jusqu'en 2018, une raison médicale dûment justifiée permettait de s'exonérer de sa responsabilité en cas de contrôle positif sur simple présentation d'une ordonnance médicale et sans bénéficier d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. Il a été mis fin à cette pratique. La possibilité de mener des contrôles hors compétition à l'étranger a été octroyée à l'Agence française de lutte contre le dopage. J'emploierai le terme AFLD dans les différentes utilisations que je ferai. La compétence disciplinaire des fédérations a été supprimée au profit de la compétence exclusive de l'AFLD. En 2021, un programme d'éducation a été défini et mis en œuvre par l'AFLD, qui retrouvait ainsi une compétence en matière de prévention. Cela s'est traduit par la formation et l'agrément d'éducateurs spécialisés dans la lutte contre le dopage. Une procédure de contrôle du respect de leurs obligations en matière de lutte contre le dopage par les fédérations a été créée. La même année, l'agence a été dotée de pouvoirs d'enquête qui incluent la convocation et l'audition de personnes, le recours à des expertises, le droit de communication de documents, l'usage d'une identité d'emprunt sur tout moyen de communication électronique ou tout service de communication au public en ligne, l'accès à des locaux professionnels ou sportifs, des visites domiciliaires avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention, ou encore la possibilité de procéder à ce que l'on appelle un coup d'achat, c'est-à-dire que des enquêteurs se font passer pour des acheteurs de substances illicites. En 2023, enfin, nous avons complété notre législation nationale en y introduisant des outils permettant de lutter contre le dopage génétique. Le résultat de cette action est simple. Alors que la France avait accumulé un retard considérable en matière de lutte contre le dopage, au point de risquer de se voir retirer l'organisation des Jeux de 2024, rappelez-vous, si elle ne se mettait pas au niveau, elle est désormais en pointe et l'AFLD est reconnue dans le monde entier comme une institution exemplaire. L'enjeu est donc simple. La France doit continuer dans cette voie. Il y a deux raisons à cela. D'une part, les tricheurs ont souvent un coup ou plusieurs coups d'avance sur les contrôleurs. D'autre part, il appartiendra à la France de se mettre en conformité avec le prochain Code mondial antidopage qui s'oblige à nous et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027, sous peine de ne pas pouvoir organiser les Jeux olympiques et paralympiques de 2030. Compte tenu du calendrier, mes chers collègues, le pragmatisme commande de prévoir dès à présent un moyen pour mettre notre système juridique en conformité avec le prochain Code mondial antidopage. C'est l'objet de l'article 10. Je ne suis pas forcément un adepte des ordonnances, mais quand il s'agit de transcrire en droit national un document tel que le Code mondial antidopage, la marge de manœuvre dont les parlementaires disposent est très limitée. En outre, la matière est extrêmement technique. Certains membres de la Commission considèrent que le champ de l'habilitation demandé à l'article 10 est très large, trop large. Ils n'ont pas entièrement tort, Madame la Ministre. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, la demande que vous formulez ne peut être acceptée qu'à une condition, que vous vous engagez à ce que le projet de loi de ratification soit inscrit à l'ordre du jour du Parlement et pas simplement déposé sur le bureau d'une des deux assemblées, par exemple celui du Sénat où il peut attendre bien longtemps. À cet égard, je remercie pour son initiative notre collègue sénateur Claude Kern, qui a souhaité introduire dans le présent projet de loi, c'est l'article 9 bis, une mesure de ratification de 3 ordonnances dont la ratification effective avait bien trop et beaucoup trop tardé. L'article 11 permet une avancée substantielle en ouvrant aux enquêteurs de l'agence la possibilité d'inspecter visuellement les bagages et, avec le consentement de l'intéressé, à procéder à leur fouille dans le cadre d'enquêtes ouvertes pour identifier des violations des règles antidopage. Le Sénat a tenu à réécrire une partie de cet article
conférant à l'agence un accès permanent, complet et direct au traitement des données du Sport Data Hub, désormais dénommé France.sport. Une telle prérogative serait exorbitante, notamment au regard du règlement général sur la protection des données, le RGPD, et des règles fixées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en matière de conservation et d'accès à de telles informations. Une réécriture de cette disposition aurait été possible. Vous vous êtes engagée, Madame la Ministre, à prendre dans les meilleurs délais un décret permettant à la FLD de disposer des informations dont elle a besoin pour exercer pleinement ses missions, tout en protégeant les données personnelles. Dont acte, je proposerai de supprimer purement et simplement la disposition en question. Enfin, je vous proposerai d'adopter les articles du titre 3 dont j'ai la charge, à savoir les articles 15, 16 et 23, sous réserve de certaines améliorations rédactionnelles. Un dernier mot, si vous le permettez, Monsieur le Président, pour souligner à mon tour l'entente parfaite qui a régné entre les trois rapporteurs. Puisse cet esprit inspirer l'ensemble des membres de notre commission au moment où nous entamons l'examen de ce texte qui, je l'espère, devrait faire consensus. Je vous remercie.